Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Vous vous rappelez de la ville de Colma, en Californie, dont je vous avais parlé sur la chaîne ainsi que dans un réel? Mais si, la ville cimetière où plusieurs millions d'Américains sont enterrés depuis l'interdiction des cimetières à San Francisco, une ville où il fait bon vivre, enfin si vous aimez les tombes et les caveaux quoi. Et ben aujourd'hui, on va parler de villes qui mériteraient d'être jumelées avec Colma, puisqu'on va voir 5 villes insolites à travers le monde. Commençons cette vidéo en parlant d'une communauté très particulière, Slab City. Se trouvant dans le sud de la Californie, en plein désert, difficile de dire que Slab City est une ville. C'est plutôt un squat géant rempli de personnes qui souhaitent vivre hors de la société. La genèse de Slab City, c'est qu'avant c'était une base des Marines américains, et quand elle a fermé et qu'ils ont démonté le site, ils n'ont laissé que des dalles de béton, slab en anglais, ce qui donna son nom au lieu. Gagnant en popularité dans les années 80 auprès des campeurs et voyageurs, ce lieu désertique a aussi attiré plusieurs personnes voulant se retirer de la société. Pour des raisons plus ou moins louches, vous vous en doutez, et avec le temps, une véritable petite communauté s'est formée ici. Alors, même s'il y a des dalles en béton, faut pas oublier qu'on est en plein désert. Donc, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Donc, c'est une vraie petite communauté de débrouille où certains vivent dans des abris en matériaux de récup, d'autres récupèrent de l'électricité avec des panneaux solaires, et une grande partie des slabbers sont au chômage et vivent des aides de l'État. Cependant, on y retrouve quand même un cybercafé, un hôtel, un skatepark dans l'ancienne piscine de la base militaire, ou encore des sources d'eau chaude pour se nettoyer. Quand on parle de débrouille, les habitants de Slab City sont effectivement des spécialistes. Habité à l'année par une centaine de slabbers, faut dire que l'été il fait littéralement 50 degrés, sans vrai accès à l'eau, c'est pas fou, Slab City attire de nombreux touristes, surtout en hiver, qui viennent profiter des chaudes températures et visiter la ville, vu qu'on y retrouve quand même la Salvation Mountain, l'œuvre d'un des premiers slabbers, Leonard Knight. Symbole d'art anarchique, vous avez remarqué qu'on y retrouve la phrase God is Love, ainsi que de nombreux versets de la Bible. On retrouve même une référence à ce lieu dans GTA V. Bon, en vrai, pour le moment, ça fait un peu communauté hippie tranquille, quoi, ça va, mais tout n'est clairement pas tout rose à Slab City. Comme je vous l'ai sous-entendu, certains membres de la communauté sont des fugitifs, des personnes avec des dettes ou carrément des drogués. Beaucoup consomment et produisent de la drogue dans leur caravane, ce qui mène à de nombreux accidents, et en 2019, la police a interpellé 4 fugitifs en fuite qui s'étaient cachés dans la ville. Bref, Slab City, c'est un mélange entre squat de crackhead et ville idéale pour les anarchistes et libertariens, et ça pourrait bientôt disparaître, vu que l'État de Californie serait prêt à vendre ses terres à une entreprise produisant de l'énergie. À suivre donc. On va rester dans un environnement désertique pour continuer la vidéo. Alors qu'à Slab City, on essaye tant bien que mal de survivre l'été, en Australie, on a trouvé une solution pour ne pas cuire au soleil. Bienvenue à Coober Pedy, ville de 1500 habitants située à 850 km d'Adélaïde et donc en plein milieu du désert australien. Mais pourquoi installer une ville ici, au milieu de nulle part? Vous vous doutez que la région possède un trésor, l'opale. Donc, quand les Européens ont découvert ça, ils ont aménagé une petite bourgade ici pour exploiter le minerai. Au plus fort de sa production, Coober Pedy sera la capitale mondiale de la production d'opale. Pas mal pour un petit bled perdu. Mais le problème, c'est qu'il faut loger les mineurs. Et les maisons classiques ne sont pas vraiment optimales quand dehors il fait 32 degrés de moyenne l'été. Donc ils se sont tournés vers la meilleure solution, des logements troglodytes. Ça permet de conserver la fraîcheur naturelle des maisons sans avoir la clim et de survivre lors des mois les plus chauds de l'année. C'est de ces maisons souterraines que vient le nom de la ville, vu que Coober Pedy, ça vient de l'aborigène Kupapiti, le trou de l'homme blanc. Et depuis le goudronnage complet de la Stuart Highway entre Alice Springs et Adélaïde, Coober Pedy est devenu une vraie petite destination touristique avec la visite des anciennes mines d'opale, la découverte des églises troglodytes qui sont vraiment magnifiques et bien sûr la petite nuit d'hôtel qui va bien dans une chambre souterraine. Bon là on a l'impression d'être surtout dans les années 80 vu la déco, mais bref c'est pas le sujet. Entre maisons souterraines, bijoux en opale et églises troglodytes, Coober Pedy fait vraiment partie des villes les plus insolites de notre planète. Alors dans cette vidéo, je voulais absolument parler d'une ville française, sans tomber dans le cliché de vous parler de chatte, de mouet, de poil ou de mon cul. Donc j'ai décidé qu'on allait se rendre dans les Pyrénées-Orientales pour parler de Montlouis. Cette ville de 150 habitants a plusieurs particularités. Déjà, elle fait partie des 10 plus petites villes de France, avec 0,39 km², soit 39 hectares, ça fait qu'une cinquantaine de terrains de foot. C'est vraiment pas beaucoup pour une ville. Ensuite, Montlouis est tout simplement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, et ça pour une raison très simple, et vous l'avez peut-être remarqué sur les photos, mais Montlouis est un village fortifié. En fait, la France a récupéré cette région avec le traité des Pyrénées en 1659. Et quand les Espagnols s'allient aux Néerlandais et donc contre la France lors de la guerre de Hollande, Louis XIV commande au fameux Sébastien le Pestre, aussi connu sous le nom de Vauban, de construire une place forte pour protéger le Roussillon. Et c'est cette butte qui fut choisie par l'architecte. Faut dire qu'elle est bien placée vu qu'on se trouve qu'à une dizaine de kilomètres de l'Espagne. Les travaux durent 10 ans et aujourd'hui encore, Montlouis reste la forteresse la plus haute de France, à 1600 mètres d'altitude.
D'ailleurs, le nom Mont-Louis est un hommage au roi Louis XIV et deviendra pendant un petit moment Mont-Libre après la Révolution française. Alors, comme Vauban faisait plutôt du bon travail, Mont-Louis et sa citadelle ont été utilisés pendant tous les conflits imaginables et même après 1945, abritant le 11e régiment parachutiste qui participera à la guerre d'Indochine et d'Algérie. Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui encore, la citadelle est toujours utilisée en tant que centre national d'entraînement commando. Donc des milliers de stagiaires y suivent des formations exigeantes, faisant que la citadelle n'est visitable que lors de visites guidées, contrairement à celle de Besançon par exemple. Ce petit village du sud de la France, créé de toutes pièces par Vauban, possède donc toujours son rôle premier, protéger la France. Parfois, certaines villes et villages ont un côté féerique et semblent totalement irréels, et c'est le cas du village de Hallstatt. Situé en Autriche, au bord d'un lac et cerné par les Alpes, le village a tout l'air de sortir d'un Disney. Les maisons à pans de bois, son lac aux eaux limpides, les Alpes boisées dans le fond. Hallstatt est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. C'est tellement beau qu'on dirait qu'on se trouve dans une destination tropicale alors qu'on est dans les Alpes. On est bien dans les Alpes, hein, pas vrai? Eh bien non, toutes les photos que vous avez vues, sauf la première, c'est une réplique d'Hallstatt qui se trouve en Chine. Vous le savez sûrement, mais de nombreux projets immobiliers chinois reprennent des villes et villages européens, et c'est le cas de notre Hallstatt chinois, qui se trouve dans la banlieue de la ville de Huizhou, dans le Guangdong. Alors, on retrouve un peu tout ce qui fait la renommée d'Hallstatt, l'église du village, les maisons à colombage, la fontaine, et bien sûr, le lac et les montagnes, qui n'ont pas grand chose à voir avec le paysage autrichien, on va pas se mentir. Alors même si la différence se fait clairement ressentir quand on voit les deux villes l'une à côté de l'autre, ce projet chinois à 750 millions d'euros et composé d'une centaine de villas pour ultra riches a fait le plein et tout a été vendu. Bon, quand ils l'ont appris, les Autrichiens d'Hallstatt ont été un peu dégoûtés d'avoir une copie made in China un peu cheapos. Cependant, le maire d'Hallstatt s'est quand même rendu à l'inauguration de la ville en 2012, signant par ailleurs de nombreux accords d'échange culturel. Et figurez-vous que cette copie a permis d'accroître le nombre de touristes asiatiques au Hallstatt autrichien, accueillant au total 1 million de personnes. Comme quoi, la copie ne dépassera vraiment jamais l'original. Finissons cette vidéo en parlant de quelque chose d'important. Vous avez peut-être vu passer cette carte montrant toutes les villes comparées à Venise en France. Entre Brantôme qui est la Venise du Périgord et Montargis la Venise du Gâtinais, difficile de savoir qui est la plus belle. Bon, en vrai c'est faux, on sait tous que c'est Colmar, la vraie petite Venise, bref. Mais est-ce que vous connaissez la Venise de l'Afrique? Eh bien, vous allez la découvrir vu qu'on va parler de Gambier. Situé dans le sud du Bénin, un pays dont on n'a jamais parlé sur la chaîne d'ailleurs, Gambier est une cité sur pilotis, sur le lac Nokoué, à 10 km au nord de Cotonou. Et bon, quand certaines villes françaises profitent un poil de la comparaison avec Venise, ici, il n'y a aucun doute, hein. Gambier est rempli de maisons traditionnelles sur pilotis, tout le monde se déplace en bateau, le marché se déroule lui aussi sur des bateaux, et en vrai, c'est magnifique de voir toutes ces maisons posées sur l'eau. Alors, comme vous vous en doutez, difficile d'élever du bétail sur pilotis, même si on en retrouve quand même sur certains îlots, donc les habitants vivent surtout de la pêche et de la pisciculture, avec une technique traditionnelle, l'akaja, qui permet de créer des parcs artificiels pour les poissons à base de branches d'arbres pour les reproduire plus facilement. C'est littéralement de la pisciculture, mais sans les piscines quoi. De base installée ici pour éviter de finir comme esclave en Amérique, la vie sur le lac possède quelques désagréments, dont un accès à l'eau potable complexe, vu que celle du lac est saumâtre et qu'on y balance les excréments, pas fou quoi. Il n'y a également pas d'électricité, sauf avec de rares panneaux solaires, et surtout les aléas climatiques comme les crues et les tempêtes peuvent endommager ou détruire certaines maisons. Aujourd'hui, Gambier est habité par 20 000 personnes, ce qui en fait la plus grande cité lacustre d'Afrique et est surtout une destination touristique prisée, étant même sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 1996. En espérant que la Venise de l'Afrique ne subisse pas trop les conséquences du réchauffement climatique dans les prochaines années. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 5 villes insolites à travers le monde, j'espère que vous l'avez appréciée. Dans laquelle de ces 5 villes préféreriez-vous vivre? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de venir me suivre sur Instagram, Discord, Twitter et Twitch, tous les liens sont dans la description, et de financer la chaîne sur Tipeee contre plusieurs contreparties, le lien est également en barre d'infos. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Break it down.